Bonjour à tous, bienvenue sur Medscape France. Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. J'ai le plaisir de recevoir mon collègue et ami, le professeur Paul Loubet, qui est au CHU de Nîmes. Bonjour Paul. On va parler aujourd'hui de l'ECMID et j'ai besoin de tes précieux à la fois conseils et ton œil avisé sur ce qui s'est passé, sur ce reporting. Et on va parler d'infection respiratoire si tu es d'accord. Tout à fait. Merci Benjamin de ton invitation. Effectivement, j'ai vu plusieurs sujets d'intérêt à l'ECMID, enfin, qui s'appelle maintenant ESMID Global, qui s'est déroulé à Vienne il y a 15 jours et que je vais pouvoir te présenter. Eh ben, c'est super. On va rester sur une thématique qui t'est chère et que tu connais bien, qui sont les infections respiratoires d'une façon générale. Et sans me tromper, tu as vu des données intéressantes, vie réelle sur la vaccination Covid dans une période post-pandémique, notamment pour le nouveau vaccin GN1. Peut-être tu peux nous dire quelque chose, quelques chiffres que tu as retenus. Oui, tout à fait. Donc, il y avait une présentation intéressante faite à partir d'un travail européen dans le consortium qui s'appelle ID Drive et qui réunit plusieurs centres dans trois pays européens qui étaient l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Et ils ont essayé de voir justement si les personnes qui recevaient un rappel avec le vaccin Covid adapté au variant JN1, est-ce que ça avait un bénéfice sur la prévention de l'hospitalisation. Et ce qui montre, c'est qu'effectivement, il y a une efficacité de 65% donc d'avoir eu un rappel avec ce vaccin adapté à JN1 sur la prévention de l'hospitalisation liée au SARS-CoV-2. Donc ça, je pense que c'est intéressant. C'est des chiffres qui étaient chez les plus de 65 ans. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est le vaccin qu'on continue à utiliser, qu'on a utilisé sur la campagne de vaccination l'hiver qui vient de se terminer, 2024-2025. Et c'est encore celui qui est recommandé pour la campagne de vaccination printanière qui a commencé là il y a 14 jours. Donc je pense que c'est vraiment important d'avoir ce genre de chiffres pour continuer à convaincre à la fois les médecins et les patients que c'est nécessaire de continuer à vacciner les plus fragiles contre le Covid. Oui, absolument. On peut peut-être rappeler d'ailleurs les nouvelles recommandations, les nouvelles, ce sont les mêmes, et cette année pour le mois d'avril de la recommandation de la HAS qui sont de vacciner. Si ma mémoire est bonne, les plus de 80 ans, les résidents en EHPAD, leur environnement direct et les personnes considérées les plus fragiles, et enfin les femmes enceintes. Je ne sais pas si j'oublie C'est ça, quelqu'un. et les immunodéprimés. Ouais. Et tu te rappelles, dans cette étude sur le variant JN1, enfin sur le variant, je sais pas là-dessus, sur le vaccin JN1, c'était quel variant qui circulait? Parce qu'actuellement, c'est le variant XEC. C'était des données de quelle année? Ah, c'était les données, donc là récent, c'était 2024-2025, donc c'est vraiment sur Variant XEC. sur cette OK. période-là, donc ça correspond aux variants en circulation. Il y avait d'ailleurs des données d'une autre communication qui montraient justement les capacités de neutralisation du vaccin JN1 sur les tout derniers variants, notamment XEC et d'autres, qui montrent que ça garde des capacités de neutralisation, donc un petit peu diminuées par rapport à JN1, mais ça garde encore des bonnes capacités de neutralisation. Donc pour l'instant, on peut dire que le vaccin actuel est adapté aux variants qui circulent actuellement. Ça me permet de rebondir sur le fait que je crois qu'on avait déjà discuté ensemble aux États-Unis. Je ne sais pas si tu as vu, ils ont également sorti un vaccin KP2, mais en fait, ils ont trouvé exactement les mêmes résultats d'efficacité, et ce qui montre qu'il n'y a pas eu besoin de s'adapter. Donc, C'est il y a ça. vraiment une Ouais. stabilité, paradoxalement, du vaccin sur les variants. Eh bien, écoute, c'est parfait. Si tu es d'accord, je vais t'interroger cette question. On va changer de sujet. Pour ceux qui nous écoutent, on va parler un peu du VRS et notamment du Nirvessimab. Pareil, données VRL, même joueur, essaye encore. Tu peux C'est nous dire ce ça. que tu as retenu? Ouais, non, nirsevimab, c'est intéressant. Ça, je pense que maintenant, c'est bien acté. La France a fait partie des pays précurseurs dans l'utilisation du nirsevimab, qui est donc un anticorps monoclonal dirigé contre le VRS, mais de longue durée d'action et qui est Non, utilisé. c'est le B-Fortus, hein, pour ceux qui sont Et pas son familiers. nom commercial, c'est le Beyfortus, exactement, qui est utilisé uniquement dans la population pédiatrique, donc des enfants de moins d'un an qui sont les plus à risque de bronchiolite AVRS avec tout le fardeau qu'on connaît. Et donc là, c'était pas des données françaises, mais c'était des données qui viennent de la Galice, donc une des régions d'Espagne, qui elle aussi a été une des premières régions à l'utiliser, comme la France. Et là, la communication orale avait lieu, concernait pardon, l'efficacité donc en vie réelle sur toute la saison 2023-2024. Il présentait donc une couverture, donc une immunisation de quand même 94% des enfants de moins d'un an qui avaient été immunisés par nirsevimab sur la saison 2023-2024. Et ce qui montrait, donc en termes d'efficacité, c'était des chiffres équivalents à ce qu'on retrouvait dans les essais cliniques, c'est-à-dire une prévention entre 70 et 80% dans la prévention de l'hospitalisation liée au VRS chez ces nourrissons. Et ce qui montre surtout, avec les chiffres en comparaison par rapport aux années précédentes, c'est qu'ils ont réduit de quasiment 90% le nombre d'hospitalisations liées au VRS chez les moins de 1 an, donc sur la saison 2023-2024 par rapport aux saisons précédentes. Donc c'est quand même assez énorme et assez magique comme chiffre. Je rappelle, si ma mémoire est bonne, il n'y a pas de données pour un rappel, et éventuellement, chez les grands malades respiratoires, je pense notamment aux enfants mucoviscideux, à partir de 1 an, c'est discuté en schéma double dose.
Ouais, alors effectivement, c'est une dose pour la saison. Et après, chez ceux qui sont considérés comme très à risque, peut s'envisager de refaire une deuxième dose lors de la deuxième saison. 200 milligrammes, absolument. Eh ben, écoute, super. Donc, ça conforte l'idée que finalement, lorsqu'on a des outils, des médicaments, des vaccins, ben, qu'on les utilise, on est capable de réduire le fardeau de ces maladies virales et ces maladies qui s'ajoutent encore une fois en termes de fardeau. Peut-être aussi, si tu as le temps, des données sur sur le vaccin pneumococcique. Oui, donc là aussi, il y a quelque chose qui me semblait intéressant, c'était des données là aussi de vie réelle, d'efficacité du vaccin conjugué à 20 valences, donc le Prevnar 20, qui est le vaccin qu'on utilise, qui est recommandé depuis 2024 en France. Hein. Donc ça, on a complètement changé le schéma vaccinal. Maintenant, c'est une injection de Prevnar 20 pour toutes les personnes à risque. Et donc là, c'était des données qui venaient des États-Unis dans leur base Medicare, donc chez les plus de 65 ans, aussi vaccinent depuis 2-3 ans. Et donc, ce qu'ils ont montré, c'était évalué. Donc, ils ont comparé les vaccinés aux non vaccinés. Ils ont regardé l'efficacité vaccinale et puis l'incidence à la fois des infections invasives à pneumocoque et des pneumonies toutes causes. Et donc, ce qui montre dans cette base de données, c'était que la vaccination avec le Prevnar 20 avait une efficacité de 25% dans la réduction des infections invasives à pneumocoque, sans qu'on puisse distinguer les infections invasives liées à des sérotypes compris dans le vaccin ou à des sérotypes qui n'étaient pas compris dans le vaccin, puisqu'ils n'avaient pas ce détail microbiologique dans les données, et une efficacité de 15% dans la prévention des pneumonies toutes causes. Donc, c'est des chiffres qui sont intéressants, qui sont assez proche de ce qui avait été retrouvé à l'époque avec le vaccin conjugué à 13 valences. Sauf que là, donc, le vaccin couvre plus de sérotypes. Mais toute la difficulté, c'est qu'on manque, pour les infections invasives à pneumocoque, de la distinction des sérotypes en cause. Et puis, dans les pneumonies toutes causes, bien sûr, les vaccins contre le pneumocoque ne peuvent pas prévenir toutes les pneumonies à tous les germes, y compris pas les pneumonies virales, bien sûr. Donc, c'est difficile d'évaluer finalement cette efficacité en vie réelle, mais c'est des chiffres quand même qui sont intéressants. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, le bénéfice, j'allais dire collatéral secondaire sur les autres infections. Et si ma mémoire est bonne, d'ailleurs, ça a été aussi démontré dans l'étude sur le nirvessimab, la réduction des autres infections respiratoires chez les enfants. Mm. Lorsqu'on applique des mesures de prévention, souvent elles ont aussi un effet plus large que la cible vaccinale. Ouais, tout à fait. Eh ben, écoute, Paul, si tu es d'accord, on va s'arrêter là. Je pense que ça fait pas mal de messages d'information pour ce congrès international européen 2025. Et peut-être qu'on aura le plaisir de discuter d'autres pathologies à venir en espérant que l'année 2025 soit plus calme que l'année 2024. Je vous souhaite Avec tous plaisir. une bonne journée. Merci, au revoir.